Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre Les esclaves de Paris. Auteur, Émile Gaboriau. Première partie, le chantage. Chapitre 1. La journée du 8 février 186 fut une des plus rigoureuses de l'hiver. À midi, le thermomètre de l'ingénieur Chevalier, qui est l'oracle des Parisiens, marquait 9 degrés 3 dixièmes au-dessous de zéro. Le ciel était sombre et chargé de neige. La pluie de la veille était si bien gelée sur les pavés, que la circulation était périlleuse, et que les fiacres et omnibus avaient interrompu leur service. La ville était lugubre. À Paris, bien qu'on y puisse mourir de faim, tout comme sur le radeau de la Méduse, on ne s'inquiète pas démesurément de ceux qui n'ont pas de pain. Il semble que du banquet quotidien d'1 million de convives, il doit tomber assez de miettes pour rassasier ceux qui n'ont pas trouvé place à table. Mais l'hiver, quand la Seine charrie involontairement, on pense à ceux qui n'ont pas de bois et on les plaint. Cela est si vrai, que ce jour du 8 février, la maîtresse de l'hôtel du Pérou, Madame Loupias, une âpre et dure auvergnate, se préoccupa de ses locataires autrement que pour augmenter leur loyer, ou les harceler de ses incessantes demandes d'argent. « Quel froid d'ours !» dit-elle à son mari, occupé à bourrer de charbon de terre le poêle de la loge. « Par des temps pareils, je suis toujours inquiète, depuis cet hiver où nous avons trouvé un de nos locataires pendu là-haut. L'accident nous coûta bien 50 francs, sans compter les injures des voisins. Tu devrais voir ce que font nos gens des mansardes. » « Bast, répondit Loupias, ils sont sortis pour se réchauffer. »« Tu crois ? » ?»« J'en suis sûr. Le père Tantaine a filé au petit jour, et j'ai vu peu après descendre monsieur Paul Violaine. Il n'y a plus là-haut que Rose, et je pense qu'elle aura eu le bon esprit de rester couchée. »« Oh ! Celle-là, fit la Loupias d'un ton méchant, je ne la plains guère. Si je n'ai pas eu la berlue l'autre soir, elle ne tardera pas à planter là monsieur Paul. Elle est trop belle pour notre maison, cette fille. C'est rue de la Huchette, à 20 pas de la place du Petit Pont, qu'est situé l'hôtel du Pérou, et jamais enseigne ne fut plus cruellement ironique. L'extérieur sordide de la maison, l'allée étroite et boueuse, les fenêtres à carreaux ternes, tout crie aux passants, ici on loge la misère. Au premier abord, on soupçonne un repère, point. L'endroit est honnête. C'est un de ces asiles, de plus en plus rares dans notre Paris tout neuf, où les pauvres honteux, les déclassés, les vaincus de toutes les luttes sociales trouvent, en échange de leurs dernières pièces de 100 sous, un abri et un lit. On se réfugie là comme un naufragé prend pied sur un écueil, on respire un moment, et dès qu'on en a la force, on repart. Impossible, si misérable qu'on soit, de concevoir la pensée d'habiter sérieusement l'hôtel du Pérou. Du haut en bas, au moyen de châssis de toile et de papier d'occasion, tous les étages ont été divisés en quantité de petites cellules que la Loupias appelle fastueusement ses chambres. Les châssis se disloquent, les papiers éraillés pendent en loques, c'est hideux. C'est splendide comparé aux mansardes. Il n'y en a que 2, heureusement, conquises sur un grenier, séparées de la toiture par un faux plafond, éclairées par des fenêtres en tabatière, si basses qu'à peine on s'y peut tenir debout. Elles ont pour meubles, un lit à matelas de varech, une table boiteuse et 2 chaises. Telles quelles, la Loupias les loue 22 francs chacune par mois, à cause de la cheminée, assure-t-elle, un trou informe dans le mur. Et elle ne reste jamais vide. C'est dans une de ces mansardes, que par cet horrible froid se trouvait la jeune femme dont Loupias avait prononcé le nom. Jamais plus admirable créature ne fut mise au monde, pour le ravissement des yeux. Elle venait d'avoir 19 ans, elle était blonde et blanche. De longs cils recourbés, voilaient à demi l'éclat un peu dur de ses yeux bleus à reflets d'acier. Ses lèvres, qui s'entr'ouvraient sur des dents fines et nacrées, ne semblaient faites que pour sourire. Ses cheveux dorés, lumineux et vivants, crépelés sur le front, étaient retenus à demi sur la nuque par un peigne de 4 sous, et retombaient à flots, narguant les fausses tresses sur des épaules d'un dessin exquis. Elle n'était pas restée couchée, ainsi que l'avait supposé Loupias. Elle s'était levée, et jetant en guise de châle sur sa mauvaise robe d'indienne, la couverture du lit, une couverture digne du logis, sale, reprisée, pelée, elle était venue s'établir près de la cheminée. Pourquoi là plutôt qu'ailleurs ?
C'était bien une idée. L'âtre était froid. Dans le fond, 2 tisons gros chacun comme le poing, faisaient bien à eux deux autant de fumée qu'une cigarette, mais ne donnaient aucune chaleur. N'importe. Accroupie sur une loque immonde que la loupiace décorait du nom de tapis de foyer, Rose se tirait les cartes, essayant de se consoler des souffrances du présent par les promesses de l'avenir. Elle apportait à cette grave opération une attention si grande, un tel recueillement, qu'elle ne semblait pas sentir le froid qui bleuissait ses mains. Devant elle, en demi-cercle, elle avait étalé ses cartes molles et crasseuses, et du bout du doigt, en prenant bien garde de ne pas se tromper, elle comptait de 3 en 3, ainsi que cela se pratique, comme on sait. Chacune des cartes sur lesquelles s'arrêtait son doigt, ayant pour elle une signification favorable ou fâcheuse, elle se réjouissait ou se dépitait. 1, 2, 3, disait-elle, un jeune homme blond ce doit être Paul. 1, 2, 3 démarches. 1, 2, 3 de l'argent pour moi. 1, 2, 3 non, voilà des retards. 1, 2, 3 le 9 de pique. C'est-à-dire des chagrins, l'abandon, le dénuement, toujours le 9 de pique. En vérité, elle était consternée comme si elle eût reçu l'assurance d'un désastre prochain. Mais elle se remit vite. De nouveau elle mêla le jeu, le battit, le coupa scrupuleusement de la main gauche, l'étala devant elle et recommença à compter 1, 2, 3. Les cartes, cette fois, se montrèrent propices, et n'eurent que des promesses séduisantes. On t'aime, lui dirent-elles en leur langage, qui est celui des sorcières, beaucoup, de tout cœur, au loin. Tu auras une fortune, on pense à toi, tu recevras mystérieusement une lettre d'un jeune homme brun très riche. Le jeune homme était représenté par le valet de trèfle. Encore l'autre, murmura Rose. Décidément, c'est la destinée qui le veut. Aussitôt elle retira d'une fente de la cheminée sa cachette, une lettre pliée menue, sale, fripée, qu'elle avait lue bien souvent. Pour la 20e fois, depuis la veille, elle relut bien lentement. Mademoiselle. Je vous ai vue et je vous aime. Parole d'honneur. C'est vous dire que votre place n'est pas dans le quartier infect, où vous cachez votre beauté. Un ravissant appartement citronnier et palissandre vous attend rue de Douai. Je suis carré en affaires, le loyer sera à votre nom. Réfléchissez, allez aux informations, je présente des garanties sérieuses. Je ne suis pas majeur, mais je le serai dans 5 mois et 3 jours, et je serai libre alors de disposer de l'héritage de ma mère. De plus, mon père est vieux, infirme. Peut-être, en s'y prenant bien, arriverait-on à le faire interdire. Dois-je faire prévenir la couturière? Pendant 5 jours à partir d'aujourd'hui, j'irai de 4 à 6, attendre en voiture votre décision, au coin de la place du Petit Pont. Gaston de Gandelu. Cette lettre abominable, honteuse, ridicule, bien digne d'un de ces jeunes drôles que le mépris public a baptisé du nom de Petit Crevé, ne semblait nullement révolter Rose. Bien plus, cette prose idiote l'enivrait et lui paraissait la plus délicieuse musique. Si j'osais, murmurait-elle frémissante de convoitise, si j'osais. Elle restait pensive, le front appuyé sur sa main, quand un pas jeune et leste fit craquer le frêle escalier. Lui fit-elle effrayer Paul. Et d'un mouvement effarouché, rapide et précis comme celui d'une chatte, elle fit disparaître la lettre dans la fente du mur. Il était temps, Paul Violaine entrait. C'était un tout jeune homme de 23 ans à peine, svelte, admirablement pris dans sa taille. Son visage, du plus pur ovale, avait la pâleur unie et mate des races du midi. Une moustache fine et soyeuse estompait sa lèvre, un peu épaisse, juste assez pour donner à sa physionomie un caractère viril. Ses cheveux blonds bouclés naturellement autour d'un front intelligent et fier, faisaient ressortir l'étrange vivacité de ses grands yeux noirs. Sa beauté, plus saisissante que celle de Rose, était encore rehaussée par cette distinction innée, qui, sans être précisément le privilège des héritiers des grandes maisons, ne saurait s'acquérir. La loupiace a toujours prétendu que son locataire des mansardes lui imposait beaucoup, et lui faisait l'effet d'un prince déguisé. Pauvre prince en ce moment. Ses vêtements, en dépit d'une propreté miraculeuse, décelaient la misère, non celle qui s'étale et sans vergogne vit de la pitié, mais celle bien autrement cruelle qui rougit d'un regard de commisération, qui se tait et se cache. Il portait par cette température sibérienne, un pantalon,
Un gilet et un habit de drap noir, élimé par la brosse, mince à donner le frisson. Il avait encore, il est vrai, un léger pardessus d'été de couleur claire, presque aussi épais que le tissu d'une forte araignée. Ses souliers étaient supérieurement cirés, mais ils accusaient des courses désespérées après la fortune. Paul, à son entrée, avait sous le bras un rouleau de papier qu'il déposa, qu'il laissa tomber plutôt sur le grabat. Rien, fit-il d'un ton d'affreux découragement, encore rien. La jeune femme, oubliant ses cartes sur le tapis, s'était redressée. Sa figure, tout à l'heure encore souriante, avait pris une expression de morne lassitude. « Quoi » répondit-elle, simulant une surprise que certes elle n'éprouvait pas. « Quoi ? Rien après ce que tu m'avais dit en partant ce matin. » « Ce matin, Rose, j'espérais. Je croyais, je t'ai dit de croire. On m'a trompé, ou plutôt je me suis trompé moi-même. J'avais pris des assurances en l'air pour des promesses sincères. Ici les gens n'ont même pas la charité de vous dire « non ». Ils vous écoutent d'un air d'intérêt, ils se mettent à votre disposition, la main tournée, ils ne pensent plus à vous. Des protestations banales. Voilà la seule monnaie qu'est cette ville maudite au service des malheureux. Il y eut un long silence. Paul était trop profondément absorbé pour remarquer de quel air de mépris Rose le considérait. Elle semblait indignée au spectacle de cette consternation résignée. « Nous voilà dans une belle position, » dit-elle enfin. « Qu'allons-nous devenir ? Et le sais-je moi-même ? Alors, c'est fini. Hier, en ton absence, je n'avais pas voulu te le dire pour ne point te troubler inutilement. La loupiace est montée me réclamer les 11 francs de la quinzaine échue. Si d'ici 3 jours elle n'a pas son argent, elle nous mettra dehors. Elle me l'a dit, elle le fera. Je la connais, oui. Elle le fera, quand ce ne serait que pour avoir la jouissance de me voir sur le pavé car elle me hait, l'affreuse grêlée. Être seul au monde, murmurait Paul, isolé, perdu, n'avoir pas un parent, pas un ami, personne. Nous ne possédons plus un centime, poursuivait Rose avec une persistance féroce. J'ai vendu la semaine passée mes dernières nippes, nous n'avons plus de bois, enfin nous n'avons pas mangé depuis hier matin. À ces objections formulées comme des reproches poignants, le malheureux jeune homme étreignait son front de ses mains crispées, comme s'il eût espéré en faire jaillir une idée de salut. Voilà le tableau, continuait l'imperturbable Rose. Moi je dis qu'il serait bon de trouver un moyen, un expédient, quelque chose, n'importe quoi. Fin du chapitre 1. Brusquement, Paul se débarrassa de son léger pardessus et le jeta sur une des chaises. Tiens, porte cela au mont-de-piété. La jeune femme ne bougea pas. C'est tout ce que tu trouves pour nous tirer d'affaire ? Interrogea-t-elle. On te prêtera bien 3 francs, ce sera toujours de quoi acheter du bois et du pain. Et après ? Après nous verrons, je réfléchirai, je chercherai. Qu'est-ce que je veux ? Gagner du temps. Je finirai bien par briser le cercle fatal qui m'étreint. Le succès me viendra, et avec le succès la fortune. Mais il faut savoir attendre. Il faut pouvoir. N'importe, fais toujours ce que je te dis, et demain. Moins troublé, Paul eut bien reconnu à la contenance de Rose qu'elle était résolue à le pousser à bout. Demain, fit-elle avec une ironie de plus en plus accentuée, toujours demain. Voici des mois que nous vivons sur ce mot. Tiens, Paul, tu n'es qu'un enfant, et il faut que tu aies enfin le courage de regarder la vérité en face. Que me prêtera-t-on sur ce vêtement usé ? 3 francs si on me les prête. Combien de jours vivrons-nous avec ces 3 francs ? Mettons 3 jours. Et ensuite ? Déjà, ne le comprends-tu pas ? Tu es trop pauvrement vêtu pour être bien reçu. Seuls, les solliciteurs élégants sont favorablement écoutés. Pour obtenir une chose, il faut surtout avoir l'air de n'en pas avoir besoin. Où iras-tu quand tu n'auras que ton habit ? Tu seras ridicule, tu n'oseras plus sortir. Tais-toi, interrompit Paul, je t'en prie, tais-toi. Hélas, je ne le vois que trop clairement, à cette heure, tu es comme les autres, comme tout le monde. Ne pas réussir te semble un crime. Autrefois, tu avais confiance en moi, tu ne parlais pas ainsi. Autrefois, je ne savais pas. Non, Rose, non, mais tu m'aimais. Mon Dieu, n'ai-je donc pas tout essayé, tout tenté ?
Je suis allé de porte en porte offrir mes compositions, ces mélodies que tu chantais si bien. J'ai demandé des leçons à tous les échos de Paris. Qu'aurais-tu fait de plus, à ma place? Parle, réponds. Paul s'animait par degrés. Rose, au contraire, affectait une irritante nonchalance. Je ne sais, répondit-elle enfin. Pourtant il me semble que si j'étais homme, je ne laisserais jamais manquer du nécessaire la femme que je prétendrais aimer. Non, jamais. J'irai, je travaillerai. Je ne suis pas un ouvrier. Malheureusement, je n'ai pas d'état. Moi, j'en apprendrai un. Combien gagne-t-on par jour à servir les maçons? C'est peut-être pénible, ce n'est pas, ce me semble bien difficile. Tu as, à ce que tu prétends, un rare talent. Je ne dis pas non. Mais si j'étais un grand compositeur et s'il n'y avait pas de pain chez moi, j'irais sans hésiter, jouer dans les rues et dans les cafés, je chanterais dans les cours. Enfin, j'aurais de l'argent quand même, n'importe comment, n'importe d'où, à tout prix quand je devrais. Tu oublies que je suis un honnête homme, Rose. Vraiment, ne dirait-on pas que je te propose une mauvaise action? Ta réponse, Paul, est celle de tous ceux qui, faute d'adresse ou d'énergie, restent en chemin. On va vêtu comme un mendiant, le ventre vide, crevant de jalousie, mais on se redresse pour dire « je suis honnête ». Comme si on ne pouvait absolument être riche ou faire fortune, sans être le dernier des coquins. C'est trop bête à la fin. Elle parlait d'une voix vibrante, et une infernale hardiesse étincelait dans ses yeux. C'était bien là une de ces créatures redoutables, énergiques surtout pour le mal, qui peuvent conduire un homme faible sur le bord de l'abîme, l'y pousser et l'oublier avant même qu'il ait roulé jusqu'au fond. Sous le fouet de ses sarcasmes, la nature violente de Paul se réveillait, la colère empourprait ses joues. « Que ne m'aides-tu toi-même » s'écria-t-il, « que ne travailles-tu » ? « Oh ! Moi c'est autre chose, je ne suis pas faite pour travailler. » Paul eut un geste terrible, il marcha la main levée sur la jeune femme. « Malheureuse, disait-il, tu n'es qu'une malheureuse. »« Non, j'ai faim. » Une querelle arrivée à ce point devait finir mal, lorsqu'un bruit assez fort attira l'attention des jeunes gens, ils se retournèrent. La porte de la mansarde était ouverte, et sur le seuil se tenait debout, un vieux homme qui les regardait avec un sourire paternel. Il était grand, et légèrement voûté. De son visage on ne découvrait que les pommettes couleur brique et le nez rouge, une barbe grisonnante, longue, épaisse, inculte cachait le reste. Il portait des lunettes de pacotille à vert teinté, mais il avait tant le soin d'entourer d'un ruban noir la monture de fer. Paul eut un geste terrible, il marcha la main levée sur la jeune femme. En lui, tout respirait la misère et l'incurie à leur apogée. Son paletot, à larges poches éraillées, informe, graisseux, portait les traces de toutes les murailles essuyées à boire. Il devait être un de ces cyniques nomades qui, jugeant fastidieux de quitter les vêtements pour dormir, couchent tout habillés, à terre ou sur leur grabat. Ce vieux Paul et Rose le connaissaient bien. Ils l'avaient déjà rencontré dans les escaliers, et savaient qu'il habitait le taudis voisin, et qu'on l'appelait le père Tantenne. Sa vue rappela à Paul que d'une mansarde à l'autre on distinguait les moindres paroles, et cette idée qu'on l'avait écouté l'exaspéra. « Que voulez-vous, monsieur » demanda-t-il brutalement, « et qui vous a permis d'entrer chez moi sans frapper ?» Cette question, adressée d'un ton presque menaçant, ne sembla ni fâcher ni déconcerter le vieil homme. « Je mentirais, » répondit-il, « si je n'avouais pas que me trouvant par hasard chez moi, et vous entendant causer de vos petites affaires, j'ai prêté l'oreille. »« Monsieur !» »« Attendez donc, bouillante jeunesse. Vous en êtes vite venu à une querelle, et par ma foi, cela s'explique. Quand il n'y a rien dans leur atelier, les chevaux les plus jolis, les mieux élevés se battent, je connais ça, moi. Il parlait de l'air le plus bénin, sans paraître avoir conscience de son indiscrétion. Eh bien, monsieur, fit Paul, profondément humilié, vous savez au juste maintenant jusqu'où la pauvreté peut faire descendre un homme de cœur. Êtes-vous satisfait? Allons, bon, reprit le vieux, voilà que vous vous fâchez. Si je suis venu sans dire gare, c'est qu'à mon avis des voisins se doivent aide et secours, surtout des voisins logés à notre enseigne. Quand j'ai été au courant de vos petits chagrins, je me suis dit, voici de jolis enfants que je veux tirer de peine. Cette déclaration,
cette promesse d'assistance, dans la bouche d'un personnage de si piteuse apparence, avait quelque chose de si véritablement comique, que Rose ne put dissimuler un sourire. Elle pensait que le vieux voisin allait tirer son porte-monnaie et offrir la moitié de sa fortune, une pièce de 20 sous ou de 40, pour le moins. Paul eut une idée pareille, mais il fut touché, lui, de cette obligeance si simple et si belle, sachant que l'argent emprunte aux circonstances une prodigieuse valeur, et que l'unique franc qui nous assure pour 2 jours le pain du pauvre est 1 million de fois plus précieux que le billet de 1000 francs du riche. « Hélas, monsieur, fit-il visiblement radouci, que pouvez-vous pour nous? Qui sait? Vous voyez à quel extrême dénuement nous sommes arrivés peu à peu. Tout nous manque. Ne sommes-nous pas perdus? » Le père Tantenne leva les bras, comme pour prendre le ciel à témoin d'un blasphème. « Perdu, dit-il. Ah, la perle cachée au fond de la mer et qui ignore sa valeur est perdue pareillement, si un pêcheur adroit ne la découvre. Les pêcheurs sont des malheureux qui ne portent pas de perles, mais ils en savent le prix, et ils les confient à des joailliers. » Il acheva sa pensée par un petit rire discret, dont le sens devait échapper à 2 pauvres enfants qui avaient en germe tous les instincts mauvais, que poignaient toutes les convoitises, mais qui étaient ignorants et inexpérimentés. « Enfin, monsieur, reprit Paul, je serais un sot orgueilleux si je n'acceptais pas vos offres généreuses. » « Parfait. Cela étant, il va falloir tout d'abord descendre chercher un bon repas. Il faut aussi faire monter du bois, il fait un froid ici. Ma vieille carcasse est à moitié gelée. Plus tard, nous songerons aux vêtements. Tout cela, soupira Rose, va nécessiter une grosse somme. Et qui vous dit que je ne l'ai pas? Lentement, le père Tantenne déboutonna son paletot, et de la poche intérieure il retira un petit papier sale, qui y était fixé au moyen d'une épingle. Ce chiffon, il le déplia soigneusement, et le déposa tout ouvert sur la table. « Un billet de 500 francs, exclama Rose stupéfaite. « Juste, ma belle demoiselle, répondit le vieux d'une voix triomphante. Paul se taisait. Il eut vu un des barreaux de la chaise sur laquelle il s'appuyait bourgeonner tout à coup, et donner des feuilles, qu'il n'eût pas été plus surpris. Comment imaginer une telle somme, cachée sous les haillons de ce vieux? D'où tenait-il ce billet? L'idée d'une action punissable, d'un vol pour le moins était si naturelle, et ressortait si nettement de la situation, qu'elle vint en même temps aux 2 jeunes gens. Ils échangèrent le regard le plus cruellement significatif, et Paul, décontenancé, rougit jusqu'aux oreilles. Le bonhomme avait compris le soupçon. « Oh !» fit-il, sans avoir aucunement l'air choqué, de vilaine pensée. Il est vrai que les billets de 500 ne poussent pas spontanément dans des poches comme les miennes, mais celui-ci m'appartient légitimement. Rose n'écoutait pas. Que lui importait l'explication? Le billet était là, et cela lui suffisait. Elle l'avait pris, et elle le maniait, comme si le contact du papier soyeux lui eût communiqué les plus délicates sensations. « Il faut vous dire, continuait le père Tantenne, que je suis clerc d'huissier. »« Ah! Oui, et cela doit vous flatter. Être obligé par un clerc d'huissier, voilà un triomphe. Mais ce n'est pas tout. Je suis chargé, par diverses personnes, du recouvrement de créances litigieuses. De la sorte, j'ai parfois en compte des sommes assez importantes. Vous prêter 500 francs pour un certain temps, ne peut donc pas me gêner. » Entre les suggestions de la nécessité et les résistances de sa conscience, Paul restait interdit, ému comme on l'est à l'instant d'un acte décisif, tout tremblant. « Non, commença-t-il enfin, je ne saurais accepter mon devoir. »« Ah, mon ami, interrompit Rose, ce n'est pas honnête ce que tu fais là. Ne vois-tu pas qu'en refusant tu chagrines monsieur? » « Elle a parbleu raison, » s'écria le père Tantenne. « Donc c'est entendu. Allons, la belle enfant, descendez vite chercher les provisions, vite il est plus de 4 heures. » Ce fut au tour de Rose de tressaillir et de rougir, comme si elle se fût sentie devinée par le vieux voisin. « 4 heures, murmura-t-elle pensant à la lettre. Cependant, elle obéit vivement. Se posant devant la vieille glace, elle disposa presque gracieusement ses haillons, elle descendit, emportant le billet de banque. Belle personne, remarqua le père Tantenne,
avec l'accent d'un connaisseur, « Très belle et quelle intelligence. Ah, si elle est bien conseillée, elle ira loin. » Paul ne releva pas l'observation. Il recueillait ses idées en déroute. Maintenant qu'il n'était plus sous l'obsession du regard de Rose, la frayeur le prenait. Il trouvait à la physionomie de ce soi-disant clerc d'huissier quelque chose de singulier et d'inquiétant. Où a-t-on vu jamais des vieux de cette espèce jetant des 500 francs à la tête des gens? Pour sûr, cette générosité devait cacher quelque mystère et lui, Paul, il allait peut-être se trouver compromis. Toute réflexion faite, monsieur, reprit-il résolument, accepter de vous une telle somme ne serait pas délicat de ma part. Qui sait si je pourrais jamais m'acquitter, et... Bon, voici que vous doutez de vous maintenant. Ce n'est pas le moyen de réussir. Si vous avez échoué jusqu'ici, c'est que l'expérience vous manquait. Désormais, vous saurez comment vous y prendre. La misère, mon enfant, forme les hommes, de même que la paille mûrit les nèfles. D'abord, moi j'ai confiance en vous. Ces 500 francs, vous me les rendrez quand vous voudrez, je ne suis pas pressé, seulement vous me donnerez 6%, et vous allez me souscrire un billet. Comme cela, balbutia Paul. Conclu. C'est un placement. Paul n'était qu'un pauvre niais. Cette perspective de billet suffisait à le rassurer, comme si sa signature au bas d'un papier timbré eût pu servir à autre chose qu'à enlever à ce papier la valeur qu'il avait en blanc. De son côté, le père Tantenne, explorant de nouveau sa poche, en tirait une feuille de papier timbré qui s'y trouvait tout à point. « Écrivez, dit-il, au 8 juin prochain, je paierai, à l'ordre de monsieur Tantenne, etc. » Le jeune homme terminait le paraphe de sa signature, lorsque Rose reparut, les bras chargés de provisions. Elle était radieuse comme si un événement extraordinairement heureux fût survenu dans sa vie, ses yeux avaient une expression étrange. Mais Paul ne remarqua rien de cela. Il observait le vieux clerc d'huissier, qui, après avoir relu le billet, le serrait aussi précieusement qu'une valeur de premier ordre. « Il est bien entendu, monsieur, reprit-il enfin, que la date n'est qu'une formalité. Il n'est pas probable que d'ici 4 mois, je puisse économiser ce que je vous dois. » Le père Tantenne eut un bon sourire. « Que diriez-vous, prononça-t-il, si après vous avoir prêté ces 500 francs, je vous mettais à même de me les rendre avant 1 mois? Quoi, monsieur, vous pourriez? Par moi-même, mon enfant, je ne puis rien, cela se voit. Mais j'ai un ami qui a le bras long. Ah, si je l'avais écouté, autrefois, je ne serais pas à l'hôtel du Pérou. Enfin, voulez-vous aller le trouver de ma part? Si je le veux. Mais je serais un fou de repousser cette occasion qui se présente. Eh bien, je vais voir mon ami ce soir même, je lui parlerai de vous. Soyez chez lui demain, à midi précis. Si vous lui plaisez, s'il s'occupe de vous, votre fortune est faite. Il tira de sa poche une carte et la présentant à Paul, il ajouta. Mon ami se nomme Mascaro, et voici son adresse. Cependant Rose, avec cette merveilleuse dextérité qui semble être un privilège de la Parisienne, accoutumée à se mouvoir dans un petit espace, avait tiré l'ordre du chaos et terminé ses préparatifs. La table était dressée, table digne du taudis avec ses tessons ébréchés et ses papiers en guise de plat. Un bon feu flambait dans la cheminée, et 2 bougies éclairaient la scène, fichées, l'une dans le chandelier bossuet de l'autel, l'autre dans une bouteille fêlée. Ce spectacle superbe pour des yeux de 20 ans, remplissait Paul de satisfaction. Les affaires sérieuses étaient finies, les pressentiments sombres s'étaient envolés. « À table, s'écria-t-il, à table. Voici enfin le dîner, qui sera le déjeuner. Allons, Rose, à ton poste. Et vous, mon cher voisin, vous allez, je l'espère, nous faire le plaisir de partager le repas que nous vous devons. » Mais le père Tantenne, bien qu'un tel festin fût fait pour le tenter et le séduire, ainsi qu'il le confessa, s'excusa avec beaucoup de protestations de regret. Il n'avait pas grand faim, assura-t-il, puis il avait pour 5h30 un rendez-vous de la dernière importance à l'autre bout de Paris. Enfin, dit-il à Paul, il est indispensable que je voie Mascaro ce soir. Je dois le prévenir, le disposer en votre faveur. Rose, assurément,
ne tenait pas à la compagnie du bonhomme. Laid, malpropre, misérable, il lui inspirait un sentiment de dégoût dont ne triomphait pas la reconnaissance. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.